Bonjour, je suis content de vous retrouver. Je vous dis bonjour avec mes deux mains. Pourquoi? Parce que j'aime cette main droite qui est reliée à mon cerveau, qui est ma main française, qui est la main de la raison. Et j'ai cette main gauche qui est reliée à mon cœur et qui est reliée à la Chine. Et je suis ici avec vous un médiateur entre l'Europe, ma culture, et la Chine, mon affection. Et c'est entre les deux qu'on va essayer de comprendre, qu'on va essayer d'échanger. Ah, l'Europe, la Chine, c'est pas la même chose, mais on a quand même des visions communes. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'être un médiateur, quelqu'un dont la valeur principale est le respect. Je souhaite qu'on respecte ma culture, mais je souhaite aussi respecter la culture des autres. Quand j'étais Premier ministre, c'est le président Chirac qui m'avait dit « Avec les peuples, le plus important, c'est le respect, que chacun se sent respecté. » Alors qu'on puisse regarder la société chinoise, ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, la société française, ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, mais toujours avec respect. Et puis on parle de nos inquiétudes, cette Europe aujourd'hui qui quelquefois est menacée de déconstruction. Et puis cette Chine qui est aujourd'hui engagée dans une guerre commerciale avec les États-Unis, notre monde devient dangereux. Et pourtant, ma main droite me dit que la clé du monde, c'est la sagesse de la raison. Et ma main gauche me dit que la clé du monde, c'est la sagesse chinoise. Et donc ces deux sagesses-là, est-ce qu'elles ne peuvent pas porter des solutions pour le monde? C'est l'objet de nos réflexions ensemble. On va parler aujourd'hui du leadership, on va parler depuis Shanghai, mais on va continuer à prendre des sujets comme ça pour essayer de faire en sorte que nos deux sagesses se rassemblent et apportent des solutions ensemble pour un monde meilleur, pour une communauté de destin qui veut partager son avenir. Shanghai, c'est une ville étonnante, une ville fascinante. À chaque fois qu'on vient à Shanghai, on est émerveillé. À chaque fois, j'ouvre la fenêtre du taxi pour regarder tout en l'air, pour que rien n'échappe. Et je vois toujours des lumières, des créations artistiques, des tours qui m'étonnent. Shanghai change toujours, j'aime Shanghai. Ok. J'aime beaucoup la ville de Shanghai. J'aime beaucoup les images. J'aime beaucoup les belles tours. Il y a une vraie qualité architecturale. Shanghai est à la fois une très grande ville, une mégalopole mondiale, mais en même temps une ville qui a du charme, qui a de la singularité. C'est une des villes au monde préférées. Très souvent, je remarque qu'il y a des gens qui aiment beaucoup New York, d'autres qui aiment beaucoup Shanghai. Ça dépend souvent quelle est la première de ces grandes villes qu'on a vues. Moi, j'ai vu Shanghai avant de voir New York. Alors, je garde toujours ici un petit souvenir au fond du cœur, parce que c'est la première fois que j'ai vu des gratte-ciel, que j'ai vu des bateaux illuminés autour du pente, où j'ai vu ce qu'était une très très grande ville. Je suis venu parler avec des jeunes Shanghaïens. Je suis venu donner un cours sur le leadership et discuter dans une business school parmi les meilleures mondiales. Et on y travaille là avec des Européens et des Chinois. 5 façons d'organiser le pouvoir pour un chef, pour un leader. Happy. Speak to you about leadership. Il y a un très beau
poète français très bon qui s'appelle Saint-Exupéry, et qui dit que s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre. S'aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. C'est regarder ensemble l'avenir. C'est bâtir ensemble. S'aimer, c'est partager l'avenir. Et c'est ce que font dans cette business school des jeunes Chinois, des jeunes Européens. Ils sont Chinois, ils sont Européens, ils ont des cultures différentes, mais ils regardent ensemble l'avenir. Ils partagent l'avenir. Ils font qu'ils construisent ensemble l'avenir. Et quand ils frottent leur cervelle, on a l'impression qu'on invente l'avenir. La Chine a une diplomatie et des actions internationales qui font qu'il y a beaucoup d'initiatives chinoises qui se répandent dans le monde. Par exemple, à Paris, il y a des grandes manifestations pour le Nouvel An chinois. On voit des bateaux sur la Seine, on voit des grands défilés. Le Nouvel An chinois est devenu une fête parisienne. De même que la Saint-Valentin des amoureux est devenue une fête chinoise. Mais on veut que la différence soit reconnue, mais que le respect nous permette de regarder ensemble dans la même direction. Parce que la meilleure façon de regarder ensemble, c'est de travailler et d'apprendre ensemble. Bonjour. Where are you from? Moitié française, moitié espagnole. Bon. Née en Bolivie. Ah, Enfin, espagnol aussi. bon. Vous avez la meilleure équipe de football. On n'a pas bien fait en fait. This is one class. Ah, Can we take picture with the... yes, with the class. Maybe you get in a minute. Yeah, I'm here. Les grands critères, mais qu'avec des distincts, le prestige du leader, la force morale, l'incarnation émotionnelle. Voilà pourquoi je suis à Shanghai pour un cours sur le leadership. Et je compare dans mon cours le leadership américain, le leadership européen et le leadership chinois. Je m'inspire des plus grands auteurs qui ont écrit sur ces leaderships. Aux États-Unis, il y a beaucoup de livres sur le leadership. Aux États-Unis, on considère que le leadership, ça s'apprend. On apprend à parler en public, on apprend à organiser une réunion, on apprend à décider, à lire dans la conscience de l'autre. On apprend des techniques et on est un professionnel du leadership. Et les leaders politiques aux États-Unis se veulent des vainqueurs. Le leadership d'Obama, c'était le leadership du premier président américain noir. Il avait réussi à gagner là où d'autres avaient échoué. Et puis M. Trump, systématiquement, il fait le leadership de celui qui veut gagner, qui veut imposer sa loi, qui est au fond celui qui est le premier. Un leadership qui est le leadership d'un vainqueur. C'est ce qu'il voudrait donner comme image. En Europe, c'est différent. En Europe, le leadership, ce n'est pas seulement une technique, c'est aussi un don, c'est aussi un charisme. Le général de Gaulle dit qu'il faut conjuguer le don et le métier. Le général de Gaulle nous explique qu'un homme leader, c'est un homme de caractère, un homme responsable, un homme que si on réussit, on partage avec les autres. Mais si on échoue, seul le leader est responsable. Et en Chine, le héros, c'est la sagesse, c'est Confucius, c'est Lao Tzu, c'est Renfezi. C'est au fond un leader qui fait en sorte qu'on puisse réussir et qu'il soit plutôt un chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'il aide les autres à jouer la bonne musique. Alors on va discuter de tout cela et ces jeunes étudiants vont échanger, mais en même temps ils vont apprendre à se construire une personnalité pour être les leaders de demain. Et j'espère que je vais apporter ma petite contribution à cette grande formation. Il y a chez le leader le besoin du soutien des autres. Et c'est vrai dans l'entreprise, c'est vrai dans le sport, c'est vrai, un capitaine d'une équipe de football qui est contesté, un entraîneur, vous avez vu
l'équipe d'Espagne qui a changé son entraîneur une semaine ou 2 semaines avant s'est trouvée décapitée alors que c'est une des meilleures équipes du monde et elle a été sortie du système. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'adhésion, un degré d'adhésion minimal, le leadership est extrêmement fragilisé. Donc la seule façon qu'on ait dans ce système-là de trouver un juste équilibre, c'est sur la qualité du leadership et sur ce dont on parlait tout à l'heure, qui est l'éthique du leadership, qui est un vrai sujet qui doit être là l'occasion de dire quel est le bon degré de la communication de haut en bas et de bas en haut entre un leader et ses suiveurs. Mais il est clair que pour le bon équilibre, il ne peut y avoir de bon équilibre sans une éthique. J'ai un lien assez ancien avec le président Xi Jinping, je le connais depuis longtemps, donc quand il s'est adressé à moi, nous avons eu un aparté. Il sait que je me bats beaucoup pour la paix, pour ce grand forum de la paix que je veux construire parce que je trouve que le monde est très dangereux. Et aujourd'hui, la Chine, notamment par sa défense du multilatéralisme, dans son discours, il a rappelé qu'il y avait plus de 30 000 jeunes soldats chinois qui participaient aux opérations de maintien pour la paix de l'Organisation des Nations Unies. Et donc nous avons ce combat en commun. Donc avec le président, on avait cette proximité. Il m'a gentiment dédicacé le livre. Il m'avait dédicacé le tome 1. J'ai maintenant le tome 2 dédicacé. C'est quelque chose qui est significatif simplement d'une relation qui, au-delà d'être politique, est aussi un peu personnelle. 中国共产党人深知和平的可贵，也具有维护和平的坚定决心。我们将高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，倡议世界各国政党同我们一道，做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。Le leadership de M. Xi Jinping, naturellement avec les étudiants chinois, mais aussi avec les étudiants européens, c'est un sujet qu'on évoque régulièrement et avec beaucoup d'intérêt. En fait, le leadership de M. Xi Jinping est un leadership puissant, dans un grand pays où il faut naturellement de l'autorité pour gouverner plus d'1,4 milliard d'habitants, mais aussi pour avoir un projet qui est le projet qui assume la légitimité du leadership. La loi gouverne, dit le penseur Han Feizi, la loi gouverne, c'est-à-dire le projet gouverne. Et le projet de M. Xi Jinping, le projet du Parti communiste chinois, le projet de la Chine, il est très structuré. C'est une maison à 4 étages. En haut, au sommet, il y a la grande ambition, il y a la promesse, il y a le projet, la communauté de destin de l'humanité. Cette communauté de destin de l'humanité, elle porte sur une vision large, la grande vision, the big picture. Mais en même temps, il y a du concret derrière. Par exemple, la défense du multilatéralisme. Puisque nous habitons tous la même maison, nous avons le droit de parler tous de notre maison. Donc tout le monde peut avoir la parole dans une vision multilatérale autour de la table. Le multilatéralisme, mais aussi la protection de cette maison commune, la protection de notre planète. Et cette protection-là, il faut naturellement lui mettre des moyens pour atteindre ses objectifs. C'est par exemple ce qu'on fait avec les accords de Paris. Ça, c'est le premier étage, l'étage supérieur. Ensuite, il y a comment on peut développer cette vision d'une communauté de destin par de la coopération. Plutôt que les pays se fassent la guerre, faisons en sorte que les pays fassent de la coopération. La coopération internationale, c'est la réponse aux tensions du monde. D'où le projet, par exemple, de Belt and Road Initiative. Il y a la grande vision, et puis il y a la boîte à outils, il y a la destination, et puis il y a le chemin. Le chemin, c'est Belt and Road Initiative, c'est-à-dire l'organisation de projets, l'organisation de partage de projets. Chacun peut y défendre ses projets, ses entreprises, ses règles. C'est une discussion, là aussi,
nature multilatérale. C'est la discussion Belt and Road Initiative. C'est là qu'on construit une banque pour les infrastructures et les investissements. Plus de 80 pays y participent. Et puis il y a le Silk Road Fund qui fait des investissements partout pour aider à ce que ce projet prenne du concret. Mais par exemple, il y a d'autres projets comme la grande foire internationale de Shanghai pour les importations, pour bien montrer au monde que l'économie chinoise choisit l'ouverture quand d'autres proposent la fermeture. Et donc, il y a là non seulement un grand projet, mais derrière une boîte à outils pour atteindre le grand projet. Et quand on a dit tout ça, il faut faire une gouvernance. Et quelle est la gouvernance? La gouvernance, elle est aussi bien définie. C'est le 3e étage de la maison Xi Jinping. Et là, c'est le socialisme à caractéristiques chinoises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le leadership du parti. C'est ces 90 millions de Chinois qui constituent le Parti communiste qui, avec son organisation, définit les règles d'avenir. Et le président est le leader du parti, mais le parti, c'est celui qui assume le leadership de la société. Et ça, c'est très important de bien le comprendre. Ceux qui pensaient que la Chine, parce qu'elle avait ouvert ses marchés, parce qu'elle avait une politique d'ouverture, évoluerait comme les pays occidentaux, se sont trompés. La Chine reste dans sa culture. Sa culture, c'est le socialisme à caractéristiques chinoises, c'est-à-dire la gouvernance fondée sur le leadership du parti. Et le 4e étage, c'est la diplomatie active. C'est une diplomatie des forums où on voit le président Xi Jinping prendre des engagements concrets, par exemple au forum de Boao, où il annonce qu'il va baisser les droits d'entrée pour les automobiles, il va faire une réforme des assurances, un certain nombre de mesures concrètes. Cette diplomatie, c'est les centres Confucius partout, c'est l'organisation de voyages du Premier ministre, des ministres, des partenariats stratégiques et naturellement du président. 改革开放是中国和世界共同发展进步的伟大历程。中国人民将继续与世界同行，为人类做出更大贡献。我要明确地告诉大家，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。On a une grande vision, la communauté de destin, on a une boîte à outils qui est la route de la soie, on a une logique de gouvernance qui est le leadership du parti, et puis on a une diplomatie qui partout dans le monde explique, développe cette orientation. C'est un leadership structuré, c'est un leadership à la chinoise où on fait en sorte que le leader porte, mais le leader s'efface un peu devant le projet pour que le monde entier ait le projet en vision et en perspective. La Chine, dans son histoire récente, est passée d'une situation qu'on qualifiait d'émergence à une situation maintenant qui est une situation de leadership. Pendant très longtemps, la Chine était émergente. Et d'ailleurs, quand on sort comme statistique le PIB, la richesse nationale par habitant, on voit que la Chine a encore du développement à réaliser. Mais naturellement, quand on sort le chiffre du PIB total, on dit c'est la 2e économie du monde. Et donc, il y a eu cette phase d'émergence où le leadership chinois était assez discret. Mais maintenant que la Chine est devenue la 2e économie du monde, est en train de peut-être devenir la 1re, elle ne peut pas être discrète comme elle l'était dans le passé. Parce qu'on voit les Jeux Olympiques à Pékin, parce qu'on voit la foire de Shanghai, parce qu'on voit le sommet de Hangzhou du G20. Le G8, le G20, toutes ces instances internationales qui se développent partout et qui voient la Chine au premier rang, on constate naturellement qu'il y a une arrivée de la Chine au premier rang des nations du monde. La Chine a repris sa place. Alors, le leadership chinois, il fait quelquefois un peu peur. Il fait peur en Afrique, quand quelquefois les investissements chinois semblent dominer, et on voit les peuples africains qui résistent un peu. Et en Europe, sur Belt and Road Initiative, il y a un certain nombre de gens qui disent « Oh là là, mais c'est un projet chinois pour les intérêts chinois et qui vont acheter toutes nos entreprises. » Et donc, il y a un certain nombre de craintes. Il faut donc que nos amis chinois intègrent dans leur leadership la place pour les autres. Alors naturellement, dans le discours officiel, on voit toujours le président Xi Jinping dire la coopération internationale doit laisser la place aux uns et aux autres.
venez discuter et on veut que ce soit pour le monde. J'ai même entendu le président qui était à la tribune d'un très grand forum dire Belt and Road Initiative, ce n'est pas le plan Marshall, car derrière le plan Marshall, il y avait des intentions politiques. Et derrière Belt and Road, il n'y a pas d'intention politique. Évidemment, en Europe, des adversaires, des contestataires tournent un peu la phrase et disent il y a autant d'ambition politique dans Belt and Road Initiative que dans le plan Marshall. Ce qui est donc très important, c'est qu'il faille rassurer, et rassurer sur les grands sujets de l'avenir de Belt and Road, mais surtout les grands sujets de l'avenir de la présence de la Chine dans le monde. On voit qu'elle est rassurante quand elle est dans les organisations multilatérales, avec l'ONU, avec les opérations de maintien de la paix, avec le soutien à l'UNESCO. Quand M. Xi Jinping vient à Paris, il s'est exprimé devant l'UNESCO, ce qui était très important pour le multilatéralisme. Mais il faut pouvoir aussi rassurer, par exemple, sur les règles de droit, sur le respect des droits pour qu'on puisse avoir des échanges qui sont protégés par des règles de droit. Il y a donc un certain nombre de sujets qu'il faut intégrer maintenant que cette idée du leadership est en train de passer. Quand la Chine était dans la situation d'émergence silencieuse, dans l'émergence silencieuse, il n'y avait pas d'attente particulière quant à l'attitude de la Chine. Maintenant que la Chine assume son rôle de leader, qu'elle a construit son rôle de leadership, il faut naturellement, à côté de cela, crédibiliser, légitimer et rassurer.要推动开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化，建设开放型世界经济，支持多边贸易体制，反对保护主义，推动金砖加合作模式，打造开放多元的发展伙伴网络，让更多的新兴市场国家和发展中国家参与到团结合作、互利共赢的世界中来。Quand la Chine dit notre ambition c'est la communauté mondiale, cette communauté de l'humanité qui veut avoir un futur en partage, elle montre bien que ce n'est pas un leadership pour elle-même, mais c'est un leadership parmi les autres pour le monde. Tout ceci doit être expliqué et que la société chinoise elle-même porte ces valeurs internationales qui sont les valeurs qui vont faire le monde de demain. Je suis venu à Shanghai, découvrir Shanghai pour la première fois en 1976. J'ai traversé avec des jeunes amis une grande partie de la Chine. Nous sommes partis de Tianjin au nord, on avait visité Shenyang, on est descendu à Pékin et on est arrivé à Shanghai. On a fait ça pendant plusieurs jours en train. Et on a vu là naturellement une Chine qui n'a strictement rien à voir en matière de vision avec ce que nous voyons aujourd'hui. On a vu une Shanghai qui était une Shanghai un peu sale, on a vu une Shanghai qui était triste. Cette année 76 était une année difficile, il y avait eu un tremblement de terre, il y a eu la mort de grands leaders, le maréchal Chute, Mao Tse-tung, Zhou Enlai. C'était une année difficile. Il y avait des enfants partout. Je me souviens d'avoir été à Shanghai avec mes amis, me promener dans le quartier où la France avait installé son consulat et qui est un quartier un peu français. Et là, il y avait des tables de ping-pong partout et des enfants toujours très beaux qui nous proposaient toujours leurs raquettes pour qu'on aille jouer avec eux. On sentait que le pays était triste, mais les enfants étaient joyeux et surtout, ils étaient bienveillants avec l'étranger. Ils nous souriaient et on voyait qu'on était les bienvenus pour ces enfants. Alors on jouait au ping-pong, on gagnait jamais. Ils étaient toujours plus forts que nous. Mais on jouait et on souriait et on aimait ça. Et au fond, on sentait qu'il y avait un potentiel humain ici très fort.
mais le chantier était difficile. Il y avait des échafaudages en bambou qui étaient des constructions artistiques. On se demandait comment tout ça allait tenir et finalement, progressivement, on a vu Shanghai se bâtir. Je suis revenu depuis ces années-là très souvent à Shanghai. Et pendant une vingtaine ou une trentaine d'années, je ne reconnaissais pas Shanghai d'étape en étape. Maintenant, je reconnais un petit peu, ça change souvent, mais je reconnais parce qu'il y a des tours qui sont souvent des chefs-d'œuvre artistiques. Je me souviens d'avoir emmené faire sa première visite sur le Bund à Nicolas Sarkozy. Et Nicolas était émerveillé devant ces tours. Et il me dit, mais je ne comprends pas en France. On dit on est pour les tours, on est contre les tours, mais en fait, il faut être contre les vilaines tours et être pour les belles tours. Et ici, à Shanghai, ils ont de belles tours. Je suis pour les tours quand elles sont belles. Et c'était, au fond, cette image-là qui ressort quand on voit comment est sorti de terre ce quartier de Pudong, tout ce qui a été la grande transformation de la Chine. Et je me souviens les soirs de l'exposition universelle, ces millions de gens qui marchaient à la fraîche sur le Bund, qui se croisaient partout. Il y avait toutes les nationalités, le monde était grouillant, le monde était vivant, et on sentait un monde heureux, très jeune, mais un monde qui vivait la paix. Et c'est, je crois, ce qui est très important aujourd'hui et qui m'inquiète quelquefois quand j'entends des bruits de bottes ici ou là qui inquiètent le monde. Cette jeunesse aujourd'hui qui est en Chine, mais cette jeunesse du monde entier qui vient faire des stages à Shanghai, ou tous ces jeunes qui sont allés à l'étranger, qui reviennent ici, ils portent un avenir dans lequel il faut avoir confiance. Pour moi, Shanghai, c'est la confiance dans l'avenir. Aujourd'hui, on trouve les meilleurs hôpitaux du monde à Shanghai, on trouve les meilleurs centres de recherche, les télécommunications s'inventent en grande partie ici. Et je peux vous dire qu'on a toujours pensé que l'Ouest posséderait l'innovation. Ce qui se passe à Shanghai fait que l'innovation du XXIe siècle, elle se bâtira là, et notamment avec ces milliers de jeunes Français qui travaillent ici avec des jeunes Chinois à inventer l'avenir. Shanghai, c'est une ville de culture, c'est une ville très humaine malgré sa dimension. Elle est humaine parce qu'elle fait confiance à l'intelligence, elle fait confiance à l'innovation. Si vous allez à l'université de Shanghai, vous verrez beaucoup de jeunes heureux d'apprendre, heureux d'essayer de comprendre ce monde. Un jour, je faisais une conférence à l'université et il y a un jeune Français qui était là, au fond de la salle, et il suivait ma conférence et je le voyais intelligent, je le sentais vivant. À la fin, je vais le voir, il dit « Alors, qu'est-ce que vous faites ?» Il dit « J'ai fait Polytechnique, ce qui est une des meilleures écoles en Europe, scientifique. J'ai fait Polytechnique et là, je fais un doctorat de mathématiques. » Alors, je lui dis, très admiratif, « Mais ça doit être difficile de faire des cours en chinois et d'apprendre le chinois pour faire ces cours. » Et il me répond, « Monsieur, ce qui est difficile ici, ce sont les mathématiques. » C'est-à-dire celui qui était, au fond, l'un des meilleurs en France pour les mathématiques, quand il venait à Shanghai, il trouvait que c'était très difficile. C'est-à-dire que la qualité monte en permanence. Et c'est un peu ça, Shanghai, cette qualité humaine qui monte comme les tours montent jusqu'au ciel. On va maintenant se quitter. J'ai déjà beaucoup parlé. Vous savez, celui qui marche à pied dans la montagne, le poète chinois dit qu'au fond la montagne ne craint que l'homme lent. Je viens avec vous de monter un petit bout de la montagne. La connaissance entre la Chine et la France, c'est une grande montagne. On va la monter, on va monter jusqu'en haut. Mais il faut faire quand même quelques pauses. Le marcheur doit se reposer pour réfléchir et pour retrouver des forces. Alors, à bientôt pour continuer à monter cette belle montagne où là-bas, on verra le ciel encore plus clair.